Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la République démocratique du Congo décidée à lutter contre la fraude sous les appels internationaux. Le ministre des PTT annonce pour cela l'arrivée de 2 entreprises françaises et américaines qui auront pour mission de combattre la piraterie du code 243. Sur séance de la validation des élus du territoire de Massissi, la décision a été prise au cours de la plénière de ce vendredi. Leur dossier est considéré comme étant politique vu la situation qui a prévalu dans cette partie de la RDC lors des législatives de novembre 2011. Enfin, les femmes seront plus nombreuses dans les institutions du pays. Le Sénat, vous le savez, a adopté une loi qui permet aux femmes d'être plus présentes dans les institutions. Les animatrices d'ONG en sont satisfaites, seulement elles souhaitent que cette loi s'applique rapidement. Voilà tout pour les titres. Bonsoir, je vous le disais, le code 243 de la RDC pour les appels internationaux fait l'objet d'une piraterie incessante, ce qui fait perdre à la RDC plus d'1 milliard de dollars par an. Un réseau mafieux s'affaire à trafiquer les appels et les minutes sur les conversations. Pour mettre un terme à cette mafia, le gouvernement a fait appel à 2 entreprises françaises et américaines. L'annonce en a été faite cet avant-midi par le ministre des PTT, compte rendu à Danchemissi et Dieu merci Sueka. Le temps est venu de s'attaquer à cette fraude à grande échelle dont la RDC est victime. Un grand réseau mafieux pirate le code 243, l'identifiant de la RDC dans le monde de la communication. Les appels internationaux sont minorés par les pirates. La RD Congo enregistre 120 millions de minutes d'appels internationaux entrants, mais seulement 20 millions de minutes sont taxées par les services congolais. Du coup, le pays perd chaque année 1 milliard de dollars, une manne financière qui tombe aux mains des mafieux. Cette criminalité menace la sécurité nationale, insiste le ministre des Postes et Télécommunications, déterminé à extirper le mal. Connaître le volume exact des minutes internationales entrantes de l'ensemble des opérateurs locaux afin de permettre à mes services d'appliquer les taxes sur des chiffres certifiés. Il faut aussi combattre les zones grises. L'absence de contrôle des communications conduit au développement des connexions illégales soumises à aucun contrôle, n'acquittant aucun impôt ni taxe. Pour y arriver, Kinkei Moulumba a trouvé une parade. Son ministère se confie à 2 firmes françaises et américaines représentées dans la salle. L'annonce est plus qu'éloquente. J'annonce un consortium d'entreprises, l'américaine Agilis et la française Entreprise Télécom, d'installer dans notre pays une infrastructure de contrôle et de gestion des appels téléphoniques qui va permettre à l'État de marquer sa pleine souveraineté sur le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication plus particulièrement. Sur le plan technique, les 2 firmes comptent mettre des stratégies au point pour anéantir la fraude. Un système qui nous permettra à tous déjà de tracer les appels, d'avoir une idée précise des appels qui terminent en carte SIM pour pouvoir en effectuer la coupure, et d'autre part un système de monitoring qui permettra de profiler tout ce qui sera piraterie en VSAT et autres liens frauduleux en voie sur IP, puisque tout passe par la voie sur IP pour la piraterie. Avec le nouveau cadre légal et réglementaire du secteur de télécommunications en discussion au gouvernement, le ministère des Postes et Télécommunications va mieux jouer son rôle de 2e service d'assiette de l'État après les mines. Du côté de l'Assemblée nationale, la représentation nationale décide de la surséance de la validation des élus du territoire de Massissi. La décision a été prise au cours de la plénière de ce vendredi. Leur dossier est considéré comme étant politique vu la situation qui a prévalu dans cette partie de la RDC lors des législatives de novembre 2011. Au cours de la même séance, le ministre a répliqué aux préoccupations des députés nationaux sur le projet de loi portant code d'électricité. Oscar Bakadoa et Blanchard Kandolo. Les élus de Massissi devront encore attendre quelques jours pour voir leur mandat validé par la plénière. Ce vendredi, dans la salle des congrès, ces élus de Massissi étaient surpris de voir leur validation recalée par une motion incidentielle qui considère le dossier de Massissi comme un cas politique. Le député national
José Makila, auteur de cette motion, explique. Qu'est-ce que la population de Massissi va dire si elle apprend qu'aujourd'hui nous avons validé des gens qui ne sont pas de leur terroir? Quelque part, les députés seraient des complices. Et là, l'Assemblée nationale a dit niet, pas question. Nous n'entrons pas dans les complots contre la République. Éric Katolo, pour sa part, un autre député, apaise les esprits sur ce dossier. Une première depuis le début de cette législature. Je crois que les collègues doivent continuer à avoir l'espoir. Ils seront validés parce qu'ils ont été élus. La motion est claire. La motion parle de la surséance de leur validation. La plénière a constaté que la motion avait sa raison d'être. Il y a un peu de petits problèmes politiques. Il a fallu que cela soit arrangé. Comme ça, on va valider le mandat de nos collègues. Au cours de la même plénière, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Bruno Kapandji-Kalala, a répondu aux préoccupations des élus du peuple soulevées lors de la présentation de son projet de loi portant code d'électricité. Une loi cadre spécifique au secteur de l'électricité en République démocratique du Congo qui présente plusieurs avantages par rapport à l'ancien code. Cette nouvelle loi permettra de doter le pays d'un cadre réellement légal, sécurisant et attractif qui va accroître les investissements, accélérer la desserte en électricité et créer la base du développement socio-économique de la population congolaise. L'adoption de la loi sur les 30% à accorder à la femme dans les institutions de la République par le Sénat suscite des commentaires divers. Les femmes responsables des ONG de droits de femmes disent être satisfaites. Cependant, elles se demandent si cette loi sera appliquée immédiatement. Propos recueillis par Mariam Boya et Baby Malobo. Je me dis vraiment c'est bien. C'est déjà un pas pour nous les femmes. C'est vraiment un début qui est mieux. Mais le problème qui est là est que est-ce que l'applicabilité de cette loi sera pour bientôt? C'est ça le problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement, ça ne sera pas seulement avec cette loi. C'est avec, on a déjà vu ça avec plusieurs lois qu'on a fait sortir ici en RDC, mais pour l'applicabilité, là, ça devient un problème. Nous avons vraiment reçu cette nouvelle-là avec beaucoup de joie, mais nous aimerions que nous ne nous arrêtons pas seulement à 30%. Nous voulons que le quota arrive même jusqu'à 50% pour la participation de la femme dans les décisions, dans le domaine de prise de décision. Alors, à ce moment, comme l'opportunité est là, c'est à nous les femmes de nous montrer combien nous sommes capables pour utiliser tous ces quotas. Et ma joie dans l'adoption au niveau du Sénat de la loi de mise en œuvre de la parité réside dans le sens que les sénateurs ont reconnu que les inégalités des droits doivent cesser. La femme, tout comme l'homme, a le droit de participer de manière équitable dans la gestion de la société, dans la politique. Et la grande question que l'on doit se poser, c'est les résultats après la Chambre mixte. Parce que le Sénat vient d'adopter cette loi contrairement à ce que l'Assemblée nationale avait fait. La situation dans l'Est de la RDC en mettant clairement en cause le Rwanda et l'Ouganda dans l'insécurité qui se vit dans l'Est, la RDC ne croit plus à une solution diplomatique dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs où se côtoient pyromanes et sapeurs-pompiers. Sans quitter l'organisation sous-régionale, elle explore ailleurs les meilleures voies de sortie de crise. Commentaire de la rédaction avec Doudou Ndombe. Sans les dire ouvertement, la RDC multiplie des gestes qui disent tout sur son intention de se passer du schéma tracé par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le Premier ministre Matata Ponyo était le premier à donner le ton lors de son dernier séjour européen. À l'étape de Bruxelles, il avait jugé presque hypothétique une solution régionale dans le cadre de la CIRGL. Il a appelé à ne pas se cramponner aux négociations menées sous le leadership de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Autrement dit, il invitait déjà à aller frapper ailleurs pour trouver mieux que ce que propose la CIRGL. Son attitude était dictée par l'enlisement constaté sur le terrain. Des profondes divergences entre les protagonistes de la crise dans l'Est retardent la poursuite de ce processus.
D'un côté, la RDC soutient l'option de renforcer le mandat de la MONUSCO pour en faire une force internationale neutre dans les termes convenus dans le cadre de la CIRGL. C'est que rejette catégoriquement les Rwandais qui digèrent très mal la présence des troupes de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo à ses frontières avec la RDC. On ne les dit peut-être pas tout haut. Au sein de la CIRGL, c'est déjà l'impasse. Le projet de déploiement de la force internationale neutre, convenu en juillet dernier à Addis Abeba, tarde à se concrétiser. À 4 reprises, les chefs d'État des pays membres de la CIRGL n'ont pas pu accorder leur violon autour de cette proposition. À cette impasse se sont ajoutées les révélations reprises dans les rapports que les Nations Unies apprêtent à publier au cours de ce mois de novembre en rapport avec la rébellion menée dans l'est de la RDC par les troupes du M23. Dans leur rapport, les experts des Nations Unies ont également chargé l'Ouganda, celui-là même qui pilote en sa qualité de président en exercice de la CIRGL, les négociations menées dans ce cadre pour la sécurisation de l'est de la RDC. Jusqu'à une date récente, seul le Rwanda était pointé comme principal soutien au M23. Officiellement, la RDC ne s'est pas clairement prononcée sur des charges qui pèsent sur l'Ouganda. Elle a dit attendre de son voisin des explications. Mais en lieu et place, Kampala a proféré des menaces, notamment envers l'Union africaine, allant jusqu'à envisager un éventuel retrait de ses troupes dans les différentes opérations de maintien de la paix menées sur le continent. Un véritable chantage, estiment certains analystes. Face à ce tableau qui frise carrément la compromission, Kinshasa a préféré explorer d'autres pistes. Ce qui explique, commente-t-on dans les milieux politiques de Kinshasa, le dernier déplacement à Brazzaville d'une forte délégation congolaise mandatée par le président Joseph Kabila de son homologue du Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso. Conduite par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, accompagné du secrétaire général du PPRD, le professeur Évariste Bochab, les émissaires de Joseph Kabila sont partis solliciter la médiation de Denis Sassou Nguesso dans la crise qui sévit dans l'est de la RDC. La démarche n'est pas passée inaperçue dans les milieux des spécialistes de la région des Grands Lacs. Bien avant que Kinshasa n'étende la main à Brazzaville, la communauté internationale de l'Afrique australe a exprimé en octobre dernier son intention de participer à l'opérationnalisation de la force neutre à déployer dans l'est de la RDC. Les pays de la SADC se disent prêts à faire partie de la force neutre internationale à déployer dans la partie est de la République démocratique du Congo, dont le but est de neutraliser tous les groupes armés qui y pilulent. Après la SADC, le marché commun de l'Afrique de l'Est et austral, COMESA, a exprimé le même désir. Une délégation du COMESA, conduite par l'ancien président des Seychelles, James Manchnam, a séjourné à Kinshasa en vue de prendre contact avec les autorités congolaises au sujet de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Se confiant à la presse au sortir d'un entretien avec le vice-ministre congolais de la coopération internationale et régionale, la délégation du COMESA a révélé que sa mission en RDC consistait à recueillir d'une part des éléments d'information sur la crise persistante entre la RDC et le Rwanda et d'autre part évaluer les différentes démarches entreprises et les initiatives engagées par la RDC afin d'aboutir à la stabilité de cette région pleine de potentialités. Élection locale de 2013, le gouvernement s'engage à disponibiliser 260 milliards de francs congolais pour ce scrutin. Matata Ponyo l'a signifié vendredi au premier vice-président de la CENI. Le Premier ministre a reçu également en audience le nouveau représentant résident du FMI et les responsables de Global Witness de Douendombe. Organiser les élections locales en 2013 reste la préoccupation du gouvernement. Par cette détermination, Augustin Matata Ponyo a reçu le pouvoir organisateur à qui il a donné les assurances. Le vice-premier président de la CENI reçoit favorablement cet appui financier du gouvernement qui va sans doute crédibiliser et permettre la poursuite du cycle électoral.
nous devons à tout prix faire un effort pour qu'il y ait symétrie de légitimité et restaurer les équilibres politiques à tous les niveaux, de sorte qu'à l'aube des années 2014, nous puissions avoir aussi des élections municipales qui vont socler la démocratie vers la base. Le FMI s'est dit prêt à accompagner la RDC dans son processus de développement. L'entretien avec Melado Orella a aussi tourné autour de la conclusion de la 4e et 5e revue du FMI. Le pays déjà a amélioré beaucoup la performance macroéconomique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Et de transformer ces bénéfices macroéconomiques en bénéfices pour la population, pour bénéfices en termes d'éducation, bénéfices en termes de santé. Avec les responsables des Global Witness, le Premier ministre a évoqué l'attachement de la RDC aux questions de la transparence, un sujet préoccupant de cette organisation qui traite de la gestion saine des ressources naturelles. Clôture ce vendredi par le PNUD de l'atelier sur les mécanismes de promotion de la citoyenneté et dialogue social. Cet atelier qui a pris 3 jours permettra aux participants d'avoir une connaissance sur la gestion axée sur le développement, la communication et le dialogue social. Mariam Boya et Baby Maloubou. Dans sa mission d'appui au gouvernement, à la société civile et aux autres partenaires pour relever les défis du développement, le PNUD a organisé un atelier de 3 jours sur les mécanismes de promotion de la citoyenneté et de dialogue social. À la fin de cette formation, les participants se disent satisfaits de l'organisation et se sentent capables de résoudre les questions de communication, dialogue social et la gestion axée sur le développement. On a eu beaucoup de connaissances en ce qui concerne le dialogue social, en ce qui concerne la communication, en ce qui concerne le suivi et l'évaluation, aussi en ce qui concerne la gestion axée sur les résultats du développement. Donc vraiment c'est un atelier vraiment très enrichissant. Par ailleurs, la quête d'identification des bonnes pratiques fait partie de la vision du PNUD qui veut se positionner comme étant principal partenaire du gouvernement pour le développement. La page internationale de ce journal, la Libye, le fils de Kadhafi, se trouve au cœur d'une bataille juridique. Saïf al-Islam est poursuivi par la Cour pénale internationale de complicité à l'ancien régime de Muammar Kadhafi. Un hic tout de même, le pouvoir libyen estime qu'il devrait être jugé sur place en Libye. Reportage. La Cour pénale internationale accentue la pression sur la Libye. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, s'est adressée mercredi à l'Assemblée générale de l'ONU sur le cas de Saïf al-Islam. Le fils de l'ancien guide libyen fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pour crime contre l'humanité. La chambre préliminaire décidera prochainement si la Libye est apte à lui assurer un procès impartial. Mais suspicieuse à l'égard de la justice libyenne, Fatou Bensouda entend dans tous les cas garder un œil sur la procédure. Nous attendons les décisions de la Cour sur les défis libyens et si ces questions sont réglées, mon bureau surveillera les procédures et coopérera avec la Libye dans le cadre de son mandat pour s'assurer que les critères sont respectés. Si au contraire la Cour juge que le cas doit être jugé par la CPI, j'attends le soutien et la coopération entière de la Libye pour que la procédure soit réussie et vue comme telle par les Libyens. Arrêté en 2011, Saïf al-Islam est actuellement gardé par une milice armée. Au-delà de son cas, les organisations des droits de l'homme s'inquiètent et dénoncent un contraste entre les arrestations arbitraires par les ex-rebelles et l'amnistie des crimes commis par ces mêmes rebelles pendant la Révolution. Mais les autorités entendent bien juger Saïf al-Islam sur leur sol. Nous voudrions réaffirmer la détermination des autorités libyennes à protéger les droits des accusés et à respecter la légalité des procédures pour que ces procès se fassent en conformité avec le droit international. Entré en fonction jeudi, le nouveau gouvernement libyen a proposé une loi stipulant que l'amnistie des actes commis pendant la Révolution ne concernerait pas les violations internationales des droits de l'homme. À présent, nous allons lire les journaux parus ce vendredi dans la capitale. La revue de presse porte la signature de Doudou Ndombe. Kinshasa ne croit plus à une solution diplomatique telle que préconisée par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour stabiliser l'Est de la RDC. Sans pour autant quitter l'organisation sous-régionale, la RDC met clairement en cause le Rwanda et l'Ouganda et entend voir ailleurs les voies de sortie de cette crise. C'est ce qui fait dire au journal Le Potentiel que Kinshasa a désormais un pied dedans, un pied dehors.
Le quotidien fait mention de ce qui s'est dit dans les milieux politiques de Kinshasa. Le Congo voisin a été sollicité pour sa médiation dans la crise de l'Est. Mais déjà, des organisations comme la SADC et le COMESA seraient prêtes à aider la RDC à en finir avec les forces négatives qui sévissent dans l'Est de son territoire. Le palmarès, pour sa part, croit que le rapprochement Kabila-Sassou Nguesso fait paniquer le M23. Selon les confrères, Kagame et Museveni multiplient des réunions et conciliabules pour faire échouer cette démarche salutaire pour la RDC. Sur un autre domaine, la Colombe présente une analyse sur le procès Tchébéa. Le journal estime que cette affaire est considérée comme un fonds de commerce. En tout cas, renchérit le graphique, les Congolais souhaitent que ceux qui ont tué Tchébéa et Bazana soient connus et punis, mais à l'allure où vont les choses, le quotidien pressent dans les chefs de la VSV et consorts l'intention d'en vouloir à tout le pays. Ils ont milité contre les festivités du 50aire de l'indépendance de la RDC. Ils ont utilisé le même dossier pour obtenir la délocalisation du 14e sommet de la francophonie. Aujourd'hui, le but à atteindre, c'est d'accréditer la thèse d'un crime d'État. Les conséquences risquent d'être fâcheuses pour le pays, conclut le journal. La référence plus renseigne que le baromètre de la conjoncture de l'économie congolaise se porte bien. Des signes favorables sont perceptibles malgré la crise de l'endettement dans la zone euro ou en Amérique. Pour le mois d'octobre 2012, la Banque centrale du Congo confirme dans les secteurs d'activité économique, le solde global brut d'opinion des chefs d'entreprise s'est situé à plus de 22,7% contre plus de 17,5% au mois de septembre dernier. Le phare qui commente encore la présidentielle américaine estime que Ngoï Mulunda a beaucoup à apprendre en matière électorale. Aux États-Unis, aucune restriction n'a été faite à la presse au cours de la soirée électorale. Chaque journal, chaque agence de presse, chaque radio ou chaque télévision pouvait livrer au public toutes les tendances à sa disposition sur base des résultats partiels sans attendre l'ordre d'un quelconque pouvoir organisateur des élections pour annoncer la victoire de Barack Obama. Le journal estime que la CENI est appelée à revisiter ses méthodes de travail. C'est la fin de cette revue de presse. Merci Doudou Ndombe pour cette revue de presse. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi à Kinshasa et à Brazzaville. Quant à moi, je vous retrouve le mercredi prochain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Les familles Lumbwele Alphonse, Ides Bal et Paulin ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'aux ressortissants de la collectivité de Kwenge, les Bapindi et de la collectivité Doué d'Ambora la mort de leur épouse, tante et mère, Madame Georgette Lulendo. Décès survenu le mardi 30 octobre 2012 suite à un accident de circulation. La levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limete aura lieu ce samedi 10 novembre 2012, suivi de l'exposition au terrain Mbungu, référence Petit Marché de Lemba Terminus. L'enterrement interviendra le dimanche 11 novembre 2012 à 13 h au cimetière de Mikonga. Ce communiqué tient lieu de faire part.